Arrêtons l'image sur la fête qui bat son plein et interrogeons-nous l'espace d'un reportage sur les origines du carnaval de Binche. Ses personnages, ses rites, ses traditions et ses coutumes. La tâche est énorme et nécessite des recherches au travers de milliers de documents anciens récoltés et collectionnés avec passion. Dr Eslettre, chercheur, historien, membre fondateur du Musée international du carnaval et du masque, Samuel Glotz a consacré sa vie entière au folklore wallon et binchois en particulier. Ses nombreux articles et ouvrages sur les origines du Gil et du carnaval de Binche sont sans cesse cités en référence. Aujourd'hui, Maurice Lerut a repris le flambeau. Depuis les années 2000, il travaille en synergie avec son ami Samuel Glotz. Ensemble, ils forment un tandem consacré non seulement au passé, mais également au présent. Ce n'est pas sans émotion que je vous propose cette interview, réalisée quelques jours avant les festivités carnavalesques. Voyez-vous, nous travaillons ensemble, nous avons beaucoup de plaisir à confronter nos expériences et nos connaissances. Il va travailler maintenant, je ne sais plus aller à la Bibliothèque royale ni aux archives, et c'est mon ami qui me remplace enfin. Et nous faisons ça depuis des années, par conséquent, nous formons une sorte de tandem enfin. De tandem consacré non seulement à l'histoire, au passé du carnaval, mais aussi au présent. Ça nous intéresse. L'étude de la danse, par exemple, est intéressante à faire parce qu'elle n'a jamais été faite. Elle n'a jamais été faite d'une façon technique. La seule titre qui existe sur la danse du Gil, c'est une danse d'un flamand, Paul Collard, qui a été président de la commission royale belge de folklore, mais section flamande. Et l'étude était signée également d'un Roumain, Constantin Braioulou. Et ils ont travaillé sur des kilomètres de bandes de son, parce que Paul Collard a été directeur de l'INR. L'INR, c'est l'Institut national de radiodiffusion de mon temps, enfin, l'actuel RTBF, etc. Enfin. Et il a eu donc la chance d'avoir beaucoup de matériaux sur lesquels il pouvait travailler. Enfin. Et ils ont pu déterminer ainsi que la danse du Gil, non seulement était de rythme binaire, ça, il ne faut pas de machine particulière pour s'en rendre compte, mais que les deux temps étaient légèrement différents, de durée différente. Ce qui fait que le rythme est un peu boiteux, je dirais même boitillant plutôt que boiteux, parce que c'est légèrement boiteux. Et ils ont déterminé ça au Musée de l'Homme à Paris avec des machines sophistiquées qu'on n'avait pas en Belgique, enfin. Mais à part cette étude, qui était évidemment une étude importante, puisqu'elle arrive à déterminer que cette danse est une danse archaïque, très ancienne, que c'est une danse qu'on retrouve à droite et à gauche dans différents peuples d'Europe, mais des peuples qui sont aux confins d'Europe, du côté de la Russie et du côté de la péninsule ibérique, par exemple. Et cette claudication de la danse, du pas, c'est aussi un élément qu'on retrouve dans certaines danses à caractère religieux de l'Antiquité. Et il y a là un problème qui nous dépassera, parce que je crois que c'est un problème qui peut intéresser toute une série de chercheurs européens, même au-delà de l'Europe, puisque cette claudication religieuse, cette espèce de boitillement, on le retrouve en Inde, on le retrouve en Asie, etc. etc. Donc, c'est extrêmement intéressant. Ça nous dépasse. Contentons-nous déjà de dire que la danse du Gil est ancienne. C'est déjà important que la danse du Gil, c'est une danse d'homme, c'est pas une danse de femme. Ça ne veut pas dire que les femmes ne dansent pas. Hein. Elles dansent, souvent elles sont plus gracieuses, elles sont plus agiles que les hommes. Hein. Les hommes sont plus ou moins lourds et bien danser,
c'est une grande qualité qui réclame beaucoup de force de physique, beaucoup de caractère, mais aussi une certaine élégance, enfin, que nous n'avons pas naturellement. Et les femmes ont ça, mais il se fait que toutes les danses anciennes, c'est ce genre de danses qui ont un caractère rituel au point de départ, hein, parce que j'aurais peut-être dû commencer par là. Cette danse, visiblement, c'est pas une danse de masque ordinaire, c'est une danse qui doit exprimer quelque chose, c'est une sorte de chant ou de prière au nom de la communauté locale ou régionale, de la ville, de toute la région. Enfin. On a l'impression qu'il s'agit d'un élément extrêmement ancien, extrêmement archaïque, qui se relie avec toute une espèce de liturgie des peuples qui ont précédé. À mon avis, il faut penser aux peuples celtiques, enfin. Hein. Et le fait que ce danseur, qui est un homme, soit un danseur masqué, évidemment, est un élément important. Hein. Il est évident que si nous devions, hein, Maurice est d'accord avec moi, on parlait longtemps de ce problème-là, qui est un problème préoccupant et dont nous n'étions pas... Je crois que nous avons attaqué ça depuis 1 an à peu près. Nous n'étions pas préoccupés de ça. Enfin, c'est par hasard un petit peu que nous sommes retombés sur nos pattes. Parce qu'en fait, évidemment, le masque est quelque chose qui remonte à la nuit des temps. Hein, le masque a toujours été associé aux traditions liturgiques, aux traditions rituelles. Hein, on trouve ça dans tous les continents et dans toutes les générations. Hein, le masque remonte à la préhistoire. Ah oui. Hein, oui. Et toutes les manifestations s'appuyaient sur le port du masque. Hein. Il n'y avait pas dans l'Antiquité de danse, de manifestation, de rites sans masque pratiquement, je crois, hein, Samuel. Ben oui. Songez par exemple aux fresques du Tassili au Sahara, ou bien songez à la grotte des Trois Frères en Ariège, en France, avec le sorcier masqué. C'est un dessin qu'on voit, c'est une gravure qu'on voit toujours, qui est toujours représentée. Mais qu'est-ce qu'il a, ce monsieur qui danse? On voit visiblement qu'il danse parce qu'il lève la jambe, sa jambe est pliée. Il fait ça comme ça. Hein? Et alors, il a sur la tête une espèce de tête de bison. La tête est encornée. Et sur le dos, il a des vêtements. Et l'abbé Breuil, qui est l'inventeur de la grotte des Trois Frères, qui a trouvé ces dessins et qui les a commentés, dit que plutôt qu'un sorcier masqué, qui voit là-dedans déjà une représentation d'une sorte de divinité. Il appelle ça le maître de la danse. C'est pas une divinité, mais c'est un terme un peu ambigu. On ne sait pas trop bien s'il s'agit d'un sorcier ou bien si c'est une puissance extérieure à l'homme. Hein. Enfin, c'est magnifique déjà de pouvoir relier le carnaval de Binche et surtout le Gilles, parce que quand on réfléchit également, c'est un masque qui se distingue des autres masques dès le début. Dès que nous le rencontrons, on sent qu'il a une primauté sur les autres masques à Binche. C'est pas un masque ordinaire. Enfin, on a fait beaucoup de choses pour le maintenir, hein, instinctivement. Enfin, hein. Vous pensez que non, sérieusement, il n'a jamais été question de l'abandonner. Il y a eu une pénurie à un moment donné. Hein. Bon, il y a eu des crises. Bon, effectivement, à la fin des guerres, on a eu des difficultés à trouver des fabricants. Donc il y a eu une pénurie. Hein. Bon, et effectivement, dans les documents d'entre-guerres et même après 40-45, on voit qu'effectivement, il y a des Gilles qui portent le masque, d'autres qui ne le portent pas. Mais je crois que c'est dû plutôt à une pénurie. On ne trouve pas ce masque. Hein, on a des difficultés, d'ailleurs nous-mêmes, nous cherchons depuis des années à savoir d'où provenait ce masque. Et nous avons des pistes, mais nous pensions que ça, à un moment donné, ils avaient été fabriqués par la firme César à Saumur. Mais nous n'avons jamais eu de réponse, donc il faudrait qu'on continue à investiguer. Et bon, aujourd'hui, c'est un artisan binchois, enfin aujourd'hui depuis quelques années, qui les fabrique. Hein.
Il y a toujours eu aussi un mystère, hein, ça Samuel, en fait. Hein, on ne savait pas très bien. Même l'administration communale voulait cacher l'origine de ce masque. Hein, on ne savait pas. Hein, même le bourgmestre ne voulait pas en parler. Il était astucieux. Il me disait toujours que le masque venait d'Allemagne. Et moi, je le croyais. Hein, j'avais 25-30 ans. Enfin, quand il me racontait. Mais c'était une blague. Je ne m'en suis rendu compte que 50 ans après. Enfin. Hein, quand j'ai voulu vérifier, etc., visiblement, ce n'est pas un masque allemand. Non, non. Mais nous en sommes rendus compte très tardivement. Bon, maintenant, en fait, il est clair que, comme la performance, je veux dire, disons la prestation des Gilles est plus longue que dans le temps, c'est que le port du masque physiquement est très pénible. Et c'est qu'effectivement, porter le masque, comme on le voit par exemple en 1900 sur certains documents, que les Gilles portent encore le masque pendant le cortège du mardi après-midi, hein, que ça devient maintenant beaucoup plus difficile. Mais il faut dire qu'à l'époque, les prestations des Gilles étaient beaucoup plus réduites en temps et en déplacement. Hein, ça ne durait pas 24 heures. Bon, hein, il faut bien se rendre compte que il n'y avait pas d'éclairage ou très peu, et que donc en fait, assez souvent d'ailleurs, même encore entre les deux guerres, hein, les chemins de fer proposaient des trains pour le retour à 20h30. Hein. Hein, entre les deux guerres, il faut pas croire. Ça ne durait pas la nuit, et je ne crois pas que ça avait l'intensité, que la danse n'avait pas l'intensité qu'elle a actuellement, parce que là aussi il y a eu des évolutions. Hein. Bon, la base elle est là, mais il y a quand même une certaine évolution, hein, qui se fait. Hein, on n'a certainement pas eu dès le départ le répertoire complet des airs de musique qu'on a actuellement. Hein, quand on lit les anciens documents, on parle de l'Arguedène. Hein, c'est pratiquement le seul morceau qu'on cite, hein, c'est l'Arguedène, et encore dans une version réduite. Hein, si on s'en tient au texte, l'Arguedène c'est et on dit hein, Samuel, que les Gilles chantent. Hein, hein. Et s'ils chantent, c'est très difficile, à notre avis, de chanter le morceau complet de l'air classique des Gilles. Cette partie-là, on peut la chanter. Hein. Mais dans les plus vieux textes, donc fin 1800, quand on commence à parler de ça, on cite l'Arguedène essentiellement. Hein, ouais. Si on reprend par exemple les débuts des indépendants en 1924, 1925, 1926, on voit un itinéraire le Mardi Gras, parce que par exemple le Mardi Gras, les Gilles font 13 cafés. Hein, donc vous imaginez, c'est-à-dire que quand même la danse est entrecoupée d'un nombre beaucoup plus important d'arrêts que maintenant. Hein, il y a une série de choses qui se passent comme ça. Hein, vous voyez, hein, ça c'est. Il n'y a pas. Si vous suivez maintenant les indépendants, quand vous voyez le mardi matin, le parcours que la société réalise, c'est encore plus long que le cortège l'après-midi, hein, puisque ça démarre de la gare pour se terminer à l'hôtel de ville. Alors vous imaginez, avec l'intensité de la danse, le masque, donc on ne sait pas porter ce masque tout au long du trajet. Physiquement, ça, c'est excessivement dur. Ou alors, disons que c'est une affaire de sportive. Hein. Ça s'adresse à des jeunes. Hein. Mais plus vous prenez de l'âge, plus ça devient difficile. Hein, c'est un certain supplice, mais ça fait partie de la tradition du rite. Hein, le danseur ancestral, il devait aussi souffrir avec tout son enlargement. Quand vous voyez les danseurs africains, hein, avec la chaleur, leurs masques, leurs accoutrements, ils doivent souffrir aussi. C'est quelque chose qui demande de l'effort. On ne danse plus longtemps, il y avait des balles partout. D'ailleurs, en période de carnaval, il y avait des balles ici à Binche, il y avait des balles dans tous les cafés, dans toutes les salles de théâtre. Hein, il y avait des balles au Vauxhall, il y avait des balles au Kursal, enfin, il y avait des balles partout. Il y avait dans les cafés, il y avait des les cabarets, un accordéon, tout ça a disparu. Et on dansait. Il y avait aussi toute cette animation qui se passait soit dans les balles organisées, soit dans les cafés. Hein. Et il y avait les Gilles, il y avait les sociétés, mais il y avait également cet amusement. Maintenant, il y a encore des jeunes qui s'entassent dans des dancing, des décibels, mais on ne danse même plus. Mais les gens, la danse, c'est quelque chose.
c'est une tradition. Bon, je suis en train de revoir la presse de 1857-58. Bon, à la cour de Belgique, en période carnavalesque, c'est-à-dire à partir du début janvier jusqu'au carnaval, on organise plusieurs balles par semaine. Avec des balles masquées travesties. Ça fait partie de la tradition. Au XVIIIe siècle, en France, et bien avant ça, hein, en période hivernale, lorsque finalement on fait la trêve, que les conflits s'arrêtent, eh bien on organise des balles tous les jours. Oui. Donc c'était la danse. Donc la danse c'est quelque chose d'important. Et bon, en fait, mais la particularité de la danse, et surtout, parce qu'il faut bien faire la distinction entre la danse sur l'avant d'année, hein, pour moi ça c'est la danse, ça c'est la vraie danse. Il y a les airs de musique, c'est aussi une danse, mais le plus ancestral, le plus rituel, c'est la danse sur l'avant d'année. Ce qu'il faut dire, c'est que dans cette danse, et notamment dans le parcours du mardi matin, il y a une certaine agressivité. Hein. C'est une danse virile, c'est une danse agressive. Les gens, les Gilles, certains Gilles sont hargneux, hein, ils sont agressifs. Hein. Faut pas, vous savez, ils sont un peu en transe, il faut pas venir les toucher. Il y a une certaine agressivité. Et là, ça donne cet aspect viril, masculin, qu'une femme n'aura pas. Il y a une agressivité dans la danse. Il y a ce qu'on appelle des assauts. Il y a des confrontations entre certains Gilles. Mais ce sont des choses qui disparaissent. Mais il y avait ça. Il y avait des provocations, des Gilles qui se mettent en forme de notre Gilles et qui l'incitent à danser. Pas accélérer comme certains disent, non, mais à danser plus fort. Parce qu'il y a une grande confusion dans tout ce qu'on entend dire sur la danse et la musique. On parle toujours d'accélération, que quand les Gilles excitent les tambours, non, ça c'est faux. C'est réglé comme c'est réglé, la musique c'est danse. Mais on peut danser de façon calme ou de façon intense. Mais toujours au même rythme. Mais mettre plus de mouvement, lever sa jambe plus haut, taper son pied plus fort. Hein, mais il y a un rythme qui est bien. C'est ainsi que ça s'est formé. Enfin, nous n'avons rien à voir là-dedans. Enfin, nous avons reçu la danse telle qu'elle était. Elle s'est imposée à nous ainsi, avec son caractère viril. Donc le Gilles, au point de départ, c'est ça. C'est une espèce de... Je n'aime pas d'employer le mot prêtre parce que... Mais il y a une certaine hiératisation. Hein. Il y a un caractère un peu sacerdotal dans l'acte du Gilles dansant. Hein. Quand il danse pour la communauté. Il danse dans le temps. Maintenant, ça s'est oublié, évidemment. Il y a des siècles et des siècles qu'on a oublié ça. Mais dans le temps, il a dansé pour obtenir quelque chose au nom des autres, au nom de la communauté locale, la communauté vinchoise et aussi la communauté régionale. Et qu'est-ce qu'il a demandé? À ce moment, toutes les sociétés étaient des sociétés agraires. On a demandé certainement que la récolte soit abondante. On a demandé que les troupeaux soient féconds, hein, que les champs soient fertiles, etc. C'est ça qu'on a demandé. Et ces histoires-là, ça se retrouve dans toutes les sociétés à l'aube de leur civilisation. Enfin, au moment où les sociétés sont un petit peu des sociétés primitives ou premières, comme on dit maintenant, eh bien ces sociétés premières, elles ont toujours le même culte pour la nature, enfin. Elles croient à des puissances extraterrestres, mais elles ne savent pas encore, elles n'emploient pas encore le mot divinité. Elles s'inclinent devant les puissances de la nature qui un peu les submergent, les écrasent. Hein, le ciel, la terre, le soleil, l'orage, le vent, la tempête, tout ça, elles les attribuent à des êtres supérieurs. Et je crois qu'effectivement, si on espère attendre, si nos ancêtres espéraient attendre une réaction de ces pouvoirs supérieurs, ils ne devaient pas se ménager. Il fallait que... Hein, c'est pas quelque chose d'anodin, il faut se mouiller, il faut transpirer, il faut souffrir pour dire, voilà, vous voyez ce que je fais, je crois que... Hein, sinon, pensez aux chamans, hein. En Asie, c'est ça.
Évidemment, si je vais dire aux Binchois qu'ils sont des chamans, ce serait ridicule. C'est pas ça. Mais il faut penser à ça. Et il faut penser que le Gilles a connu une longue évolution, hein, et que tout ça, tout ce que nous parlons, à ce moment-là, ce danseur masqué ne porte pas ce nom de masque, ce nom de Gilles, ce qui est un nom qui est arrivé au XVIIIe siècle, hein, au XVIIe, au XVIIIe siècle. Nous avons lu des mémoires d'une actrice, j'ai oublié le nom, la Clairon. La Clairon. La Clairon, Ah oui, la Clairon, oui. c'est ça, oui. C'est une actrice célèbre du XVIIIe siècle. Elle est née donc je crois que vers 1722 ou 23 ou 32, 33, enfin au début du XVIIIe. Et sa naissance était assez curieuse et assez amusante. Elle est née à Condé-sur-Escaut. Condé-sur-Escaut, c'est juste aux confins. Pas loin de chez monsieur. Ah ben voilà, vous connaissez mieux que ça que moi. Eh bien, et elle était tellement petite, on craignait pour sa vie. Chétive, effectivement. Chétive, qu'on a essayé de trouver un curé. Et le curé et son vicaire étaient au bal masqué, au bal masqué du château. Et le curé était en Pierrot, et le vicaire était en Gilles. Et on les a amenés d'Ardard, pour qu'ils puissent procéder au baptême, parce qu'évidemment à l'époque c'était une catastrophe que de laisser mourir un enfant. Hein, il y avait bien un recours, mais enfin bon, hein, mais donc il fallait baptiser les enfants tout de suite. Et donc effectivement, ils ont procédé au baptême. Ils n'ont pas eu le temps de se déshabiller, donc ils ont procédé au baptême de la Clairon, lui déguisé en Pierrot, donc le vicaire et le bedeau, hein, donc en Gilles. Vicaire. Le vicaire et lui c'était le bedeau, le Gilles. Non, le curé. C'était le curé, le curé, le vicaire. Voilà une des premières citations que nous avons, enfin. Mais à Binche, nous avons évidemment cette fameuse citation de 1795 qui représente François Gaillard habillé en habit qu'on dit ici d'habit de Gilles. Enfin, et on dit qu'il est masqué, qu'il est démasqué plutôt, et qui porte en main un bâton. C'est une chance inouïe, hein, d'avoir un texte pareil, parce que en réalité, le carnaval, on ne paie aucune, la ville n'assume aucune dépense du carnaval au Moyen-Âge, etc. Alors, c'est réellement un hasard heureux quand au XIVe siècle, on nous parle du carnaval de Binche. Hein? C'est une chance inouïe, je suis tombé. C'est parce qu'il faut monter. Si ça vous intéresse, j'irai vous chercher la photo. Hein. Ce serait peut-être intéressant de montrer la photo la première mention. Ce sont les lettres de noblesse du carnaval. Mais en fait, vous parlez de Gilles, donc effectivement, il y avait cette histoire de Madame Le Clairon qui est intéressante. Mais en fait, comme vous le disiez, oui, ça provient à la fois de la Commedia dell'arte, mais avec un coup de pouce qui a été donné quand même par le fait que la Commedia dell'arte est venue s'installer en France, et le personnage du Gilles, c'est un personnage qui en fait a été ajouté sans doute par le théâtre de rue français. Hein. On parle un peu du Gilles en Italie, mais c'est plutôt dans les Trovato. On croit que c'est un Giglio. G-I-G-L-I-O, hein, Giglio, qui appartenait à la troupe des Intronati, la troupe italienne des Intronati au XVIe siècle, hein, qui est venu jouer en France, et comme dit Maurice, c'est à ce moment-là que le personnage s'est francisé, si vous voulez. Mais le nom de Gilles est un prénom français, hein. Il y a Saint-Gilles. Mais Saint-Gilles a eu énormément de succès. Il y a des églises Saint-Gilles tant qu'on veut en Angleterre, en France également, à droite et à gauche, en Espagne, en Italie. Et ce qui explique que le nom se soit italianisé très vite, enfin, puisqu'au XVIe siècle, il y a déjà un Giglio. Hein. Et ce Giglio de la troupe des Intronati est passé en France. Là, il
il a essaimé parce que le personnage de Gilles, de même Karl Quint, qui est aussi de la commedia dell'arte, de la comédie italienne, de même que Polichinelle, que même Pierrot, Pierrette, ce sont tous des personnages qui ont donné naissance à des personnages de carnaval. Souvenez-vous du Chinel de Foch, je ne sais pas si vous connaissez le Chinel de Foch, c'est un personnage extrêmement intéressant également, mais qui a été malmené par un binchois, par Louis Canivet. Louis Canivet a cru bien faire vers 1860-65, et il était chef de musique, il était directeur de la Philharmonique de Fosse, et alors c'est lui qui a changé le costume. Il a fait un costume plus beau. L'ancien costume ne lui plaisait pas, il était binchois et il trouvait qu'il fallait faire un plus beau costume. Donc il a inventé un costume nouveau. Et il a en même temps inventé une danse nouvelle. L'ancienne danse du Chinel, qui était un simple rigodon, il l'a fait abandonner, il l'a remplacé par une danse qui est une danse de patronage. En réalité, c'est une danse à 4 figures qui est inspirée par la chorégraphie moderne, enfin. Enfin, c'est un détail, je crois que je suis en train de m'égarer, mais c'est pour vous montrer qu'on connaît bien l'histoire du carnaval, on connaît bien l'histoire du Gilles, enfin. C'est un carnaval ancien, c'est une danse, personnage très ancien au point de départ, qui au XVIIe, XVIIIe siècle a pris la défroque qui était à la mode à ce moment-là, enfin. Le Gilles de la Commedia dell'arte n'a pas de boss. On pense au Polichinelle, évidemment, c'est un personnage hybride, notre Gilles. Il a pris à un certain moment des éléments au Pulcinella napolitain, au boss exactement comme le Chinel de Fosse. Le Chinel de Fosse a des bosses aussi. Et avant, il avait des bosses comme celle du Gilles. Mais elles n'étaient pas bourrées de paille, elles étaient bourrées de foin. Mais enfin, c'est un détail. Bon, ça, c'est aussi un domaine sur lequel nous nous posons beaucoup de questions. Oui, parce que il y a quand même quelques documents anciens. Il y a un document qui nous turlupine. Enfin, bon, nous avons notre réponse, une réponse commune. Il y a un document qui date de 1890 par là, dont nous croyons qu'il s'agit des femelles de Gilles. Les femelles de Gilles, c'est pour nous des Gilles. Il y a eu dans la presse, on trouve dans la presse de 1865, 1870, on trouve des références à la présence dans la manifestation. On ne peut pas encore parler vraiment de cortège à l'époque, mais d'un groupe de femelles de Gilles. Et on trouve ça à plusieurs reprises. Et il y a une gravure sur laquelle on a beaucoup réfléchi. Et on pensait que c'était une gravure fantaisiste, mais en fait, il y a une telle précision dans le dessin de l'environnement, on voit les maisons, etc., sur notamment la présentation des paysans, il y a quelques paysans qui sont en avant de cette gravure, que, bon, on dit, tiens, pourquoi l'artiste aurait-il finalement mis tant de fantaisie à dessiner les Gilles, alors qu'en fait, les lieux, on voit les réverbères à gare, donc on est vers 1885 par là. On voit des Pierrots qui sont des paysans qui sont bien représentés. Et notre idée, c'est que ce seraient les femelles de Gilles, c'est-à-dire des Gilles qui voulaient s'en tenir au costume plus traditionnel, moins coûteux, plus traditionnel. Et là, à l'examen, on se rend compte qu'en fait, ils n'ont pas la bosse, les bosses, en tout cas, pas de l'importance qu'elles ont actuellement. Bon, alors, une réflexion sur laquelle on est toujours en train de se pencher, c'est, le personnage du Gilles, il est impressionnant, il va être impressionnant, domine. Bon, on se dit ceci, finalement, imaginons que la veste ne soit pas bourrée de paille. Qu'est-ce que cette pèlerine, finalement, représenterait à ce moment-là? Ça perdrait nettement en charme, en grandeur. Imaginez la veste plate. Donc peut-être, mais c'est encore, peut-être, on se demande quand même si la paille
n'a pas aussi ce rôle de donner du volume au geste et de le rendre plus impressionnant, plus imposant. Parce que c'est pas une véritable bosse, c'est plutôt hein, une poitrine amplifiée. C'est pas la bosse de Polichinelle, hein. C'est pas la bosse de Polichinelle. Effectivement, c'est une carapace qui fait que finalement, bon, le personnage est impressionnant, la collerette, ou qu'on dit aussi pèlerine, prend de l'espace. Et d'ailleurs, c'est une des images, bon, je ne sais pas, ça fait fureur, quand vous avez une photographie d'un groupe de Gilles vu d'en haut. C'est vrai que cette forêt de champignons, c'est extraordinaire. Donc, parce qu'il y a quand même aussi, dans le personnage du Gilles moderne, il y a quand même aussi cette volonté d'embellissement. Bon, le chapeau, d'ailleurs, si on suit l'évolution du chapeau, le chapeau, à un moment donné, il est devenu démesuré. Bon, en 1923-24, d'ailleurs, bon, c'est parce qu'il y a une société dont nous croyons qu'il s'agit des indépendants qui ont voulu limiter la taille des chapeaux. Parce que c'était l'inflation, c'était l'anarchie totale. C'était à qui avait le plus grand chapeau. Ouais. Et parce qu'en fait, alors les rubans, la dentelle, donc il y a quand même, c'est ça qui est aussi assez extraordinaire. Il y a d'une part la rusticité du costume de bal, la toile, qui est une toile rustique, qui est dure. Et alors il y a autour de ça toute une série d'éléments, la collerette, la dentelle, les franges, des choses. Le personnage est ambigu, il y a une dualité. Il y a d'une part encore, on retrouve encore des aspects traditionnels. Bon, le masque, même si le masque a évolué, parce que bon, le premier masque, bon, effectivement, la barrette, mais en fait la barrette, c'est parce qu'en fait, quand on se masque, on doit dissimuler tous les éléments susceptibles qui pourraient permettre d'être connus. Donc il faut, qu'est-ce qu'on fait quand on se masque? On cache ses cheveux. On cache ses mains, on cache. Donc en fait pour nous la barrette et le mouchoir de cou, c'est un élément de masque. C'est un élément de masque. C'est cacher les sourcils, cacher les favoris. Les favoris. Et donc en fait effectivement quand vous avez le bonnet, enfin, la barrette, le mouchoir de cou, le masque, les cheveux qui sont dissimulés, vous ne savez pas reconnaître le personnage, parce qu'il ne faut pas perdre de vue que même encore dans les premiers articles de presse, M. Samuel Gott, depuis très longtemps, dans ses premiers livres, a découvert un article, le premier article où on parle vraiment du Gilles dans la presse, c'est en 1859. C'est au carnaval de 1859. On parle clairement à ce moment-là de la présence, le Mardi Gras, d'un groupe de 20 Gilles, et dont on dit qu'ils sont les plus beaux et qu'ils ont une belle musique. Bon, à part ça, il n'y a pas grand-chose, mais on décrit le carnaval, il y a toute une série d'autres manifestations autour du carnaval. Il suffit de prendre M. Samuel Gott, on en a parlé longuement, mais ça semble être ignoré d'un bon nombre de gens. Bon. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que le Gilles, c'est un personnage masqué qui s'en prend aux gens qui ne sont pas masqués. Son Ramon, le Ramon, avec son Ramon, il frappe les gens qui ne sont pas masqués. C'est un élément, c'est la mascarade, c'est un masque. Et il va évoluer au temps. Mais au départ, même je crois qu'encore en 1859, c'est essentiellement un personnage qui s'en prend, il s'en prend aux gens qui ne sont pas masqués. Il ne jette pas nécessairement des oranges, mais il peut être violent, il casse énormément de carreaux. Qu'est-ce qu'on dit dans les premiers articles de presse, c'est que les vitriers ont énormément de travail à faire après le carnaval. Mais ils remboursent toujours. Et c'est ça. Et que effectivement les Gilles, qui sont des gens qui ont de l'argent, pourquoi? Parce que les 20 premiers Gilles, ce sont des gens de bonne famille. Ce sont pas parce que ça coûte excessivement cher. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont des serviteurs. Et effectivement, les gens de ce monde-là, quand ils ont cassé, ils ont un serviteur qui va porter la carte de visite du Gilles qui a cassé, en disant voilà, c'est un tel qui, en fait, il est masqué, mais voilà, on sait où il faut aller pour se faire dédommager. Et puis au fil du temps, cette situation se détériore, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des Gilles d'un niveau social, enfin, un peu moins élevé qui commencent à faire le Gilles, parce que ça crée une émulation. Ça crée une émulation à Binge, comme ça crée de l'émulation dans les autres patelins. De la même façon. Mais à Binge, bon, aujourd'hui, vous avez 850 Gilles. Bon, ben, en 1859, il y en avait 20. Et à la fin du siècle, il y en avait 60, 70, 80 maximum. Donc, c'était pas...
hein. Et bon, il y a eu cette émulation, et bon, les choses ont évolué. Mais au départ, ça très clairement, 1860-1870, le personnage du Gilles, c'est un personnage qui fait du dégât. Il fait du dégât. Hein. Ben, je crois que ça a varié suivant les générations, mais le carnaval, avant tout, c'est une mascarade. Et le carnaval de Binche a gardé longtemps ce caractère de mascarade. Je me souviens encore, je suis né en 16, et je ne me souviens pas vraiment du carnaval de 1921-22, hein, mais vers 1930, cet aspect de mascarade existait encore. Et j'ai vu cet aspect de mascarade diminuer au fur et à mesure qu'on avançait vers la guerre de 39, en fin de 40. Oui, c'était d'ailleurs un mot d'ordre. Hein. Bon, il y a deux aspects. Par exemple, quand vous regardez les tableaux de Verhagen, hein, on se dit comment est-ce possible. Bon, moi j'ai quelques lithographies à la maison, mais Verhagen a fait énormément de tableaux sur le carnaval de Binche, et avant 14-18, parce qu'en fait en 14 il est parti en Angleterre, donc il a fait des choses avant 14. Et on se dit c'est pas possible. Il représente, la plupart du temps il se plaçait sur le sommet du parapluie national, et il a fait des toiles, et en fait il y a une multitude, et il dit lui-même dans un ouvrage que M. Magrman a publié il y a 2 ou 3 ans, Robert Magrman, qui a fait un très beau livre sur Verhagen, hein, il reprend certaines de ses déclarations, il dit moi ce qui m'impressionnait c'était le masque, il y avait des milliers de masques autour, il y avait des milliers de masques. La place est noire de masques, il y a des groupes de Gilles ou déjà de paysans, parce qu'il y avait des paysans, des groupes de fantaisie, mais il y a autour de ces sociétés une multitude de gens masqués. Hein. Bon, donc ça déjà. Alors, en fait, entre les deux guerres, au moment où disons que les affaires ont été prises en main par le l'UBEC, donc l'Union Binchoise pour l'expansion commerciale, hein, parce que en fait, ce qui s'était passé, moi je crois, c'est qu'après la guerre de 14-18, en fait, le gouvernement provincial, je crois que c'était pas uniquement en Hainaut, mais avait interdit pendant une certaine période, oui, en tout cas. Je crois que c'était général. Hein. Général, aux communes, on avait interdit de donner des subventions pour des manifestations folkloriques, hein, parce que c'était quand même, ils avaient souffert. Donc en fait, c'est constitué alors ce sont les commerçants qui se sont groupés et qui ont formé donc cette union binchoise pour l'expansion économique, et qui ont commencé à prendre en main toute cette histoire. Donc ils ont été sollicités, les commerçants, pour leur ont proposé ou imposé des cartes de soutien, des choses pareilles. Ils ont fait de la publicité, au chemin de fer, des histoires pareilles. Hein. Ils ont demandé au chemin de fer d'organiser des convois spéciaux et tout ça. Et alors eux, ils étaient très nets. Hein. C'était tout le monde masqué, hein, dans cette époque-là. Hein. Bon, là, c'était tout le monde est masqué. Ça, c'était le slogan. Tout le monde est masqué. Hein. Et alors, bon, effectivement, on avait des marchands de masques, de déguisements il y en avait à Binche, mais il y avait aussi des ambulants qui venaient s'installer à la rive, en haut de la gare, des marchands de vessie, hein, parce que celui qui n'était pas masqué, effectivement, était attaqué. Bon, mais déjà à l'époque, entre les guerres, c'est plus le Gilles qui fait ça. Ce n'est plus le Gilles. Ce rôle d'agression sur les non-masqués, en fait, le Gilles commence déjà, déjà après la guerre, on voit qu'il y a, si on prend le cas des indépendants, une très belle société, ils ont par exemple eux, parce que moi j'ai quand même pas mal de documentation sur les indépendants, ils ont mis en place un certain nombre de règles, comme par exemple l'uniformité des chapeaux, le port obligatoire du chapeau, qui ne se fait plus. Il y avait déjà son récalcitrant. Mais à part ça, jusqu'après la guerre, à part les récalcitrants, il faut bien dire que les sociétés de Gilles, c'était des choses très instables. Hein. Les sociétés de Gilles se formaient dans un café, et on ne savait pas très bien l'identifier, puisqu'elles ne portaient pas le nom, c'était le nom du cafetier. Hein. Et alors il y avait les récalcitrants qui faisaient bande à part, et qui probablement, très certainement, fixaient déjà des règles. Mais c'est difficile effectivement de fixer des règles quand ce sont des sociétés instables, qui vivent un an, qui disparaissent, et
Hein, voilà, hein. Et puis il y a des sociétés qui commencent à se structurer et qui c'est devenu un peu plus militaire, il faut bien le dire. Hein, bon. Hein, par exemple, j'ai encore moi de recevoir une gravure du carnaval d'Anvers en 1880. Hein, mais on se bat pas à coups de confetti. Hein. Tu sais que les gens, là, les femmes au balcon, elles portent le masque de grillage comme Anis. Hein, donc on se bat à coups de plâtre, à coups d'œufs. Hein. Ah oui, non, mais c'est ce qu'on appelle des confettis à ce moment-là, ce sont souvent des confettis de plâtre. Ce sont parfois des confettis de plâtre. Ce ne sont pas encore des confettis de papier qui vont arriver vers 1995. Oui, vers 95. Hein. Et les premiers confettis, le mot italien a un sens tout à fait autre. Hein. Ce sont des dragées. Hein. Les confettis, c'était des fruits odoriférants, des fruits secs, par exemple, une plante ou l'autre, enfin, que l'on jetait dans du sucre candi bouillant, hein, du sucre, et on en faisait des dragées. Enfin, c'est ça, les confettis. Hein. Alors, il faut toujours bien distinguer, quand vous lisez un texte, il faut parfois vous vous trompez parce que il y a les confettis dragés, il y a les confettis de plâtre et les confettis de papier finalement. Hein, et il faut toujours bien faire attention. Hein. Mais je veux dire, en fait, c'était c'était le monde à l'envers, le carnaval. Bon, donc c'était l'orgie, hein, il faut bien dire. Hein, bon, quand on reprend certains carnavals, bon, le carnaval de Paris, par exemple, bon, c'est le carnaval de Paris qui était quelque chose de monstrueux, de colossal, hein, qui n'a pas survécu à la guerre de 14-18. Mais il y a sur ces carnavals des livres. Moi, j'ai une bibliothèque, Samuel en combien plus que moi, sur les histoires des carnavals. Bon, on jetait tout, hein, on jetait tout. Il y avait même certains à Paris qui jetaient les meubles. on jetait. Bon, donc, en fait, ça n'aurait pas pu subsister, parce qu'il y a eu des... Même, par exemple, c'est l'histoire de Paris. Il y a eu une aseptisation. Même les confettis, à un moment donné, les interdits. Parce que, en fait, ce qui se passait, c'est que les gens qui n'avaient pas les moyens ramassaient les confettis, hein, et les remettaient dans les sacs et les vendaient. Alors, certaines personnes bien pensantes disaient que ça apportait des maladies. Donc, on a interdit les confettis. Oui, non, mais tout ça, bon, c'est la même chose. Si vous voyez, ici à Binge, vous savez, par exemple, on a interdit les vessies. Les vessies, on a progressivement, on a fait diminuer la longueur du manche, et puis on en a interdit. On vient même à interdire les seringues à parfum, hein, parce qu'on jetait du parfum avec des petites seringues. On a interdit ça, parce qu'en fait, finalement, bon, à un moment donné, les touristes arrivent, et il ne faut pas, évidemment, quand même, vous imaginez que si vous amenez des touristes et que vous venez leur foutre des œufs pourris sur le ça fait pas bonne impression. Donc ça s'est aseptisé. Bon. Mais heureusement, parce que bon, ça ne peut plus marcher. Mais il faut bien penser que Binche est une petite ville, hein, et sous l'Ancien Régime, elle était encore plus petite que maintenant. Hein. Il faut bien songer que à l'époque de Marie d'Hongrie, il n'y avait pas plus de 3000 habitants à Binche. Hein. À la fin du 18e, il monte à 3008, 3009. Au début du 19e, il va monter aux environs de 4000, mais il va rester longtemps à 4200, 4300, etc. Hein. Oui. Donc 67 hectares, petite ville, très petite ville. Ce qui explique qu'on ait réussi à garder cette tradition formidable. Hein. C'est une tradition qui, du point de vue européen, est probablement une des grandes traditions populaires européennes, enfin une des toutes grandes. Que Binche a été pratiquement une des dernières localités du Hainaut à être desservie par le chemin de fer. En 1857, le duc de Brabant, donc le futur Léopold II, vient au mois d'août pour inaugurer la ligne de chemin de fer, mais qui en fait la ligne de chemin de fer qui va de Baume-la-Louvière à Erquelin. Et ce tronçon, il ne va être ouvert à la population, aux voyageurs, que la veille du carnaval de 1860. Et donc, en fait, Binche a eu cette particularité, une petite ville qui vit comme ça complètement en dehors de l'industrialisation. On ouvre des mines de charbon à gauche, à droite, on construit des lignes de chemin de fer. Et ils sont ici, ils sont dans la petite ville, ils sont tailleurs, denteliers, cordonniers. Hein, ils ont quelques diligences pour à préserver des traditions tout à fait assez confidentielles, locales. Et voilà. Et donc ça c'est une des raisons, à notre avis, du fait que Binche a gardé quelque chose d'original,
très proche des manifestations anciennes. Et tout a évolué, bien sûr. Hein, Non, ça reste bien vivant. Hein. Et d'une vie très authentique. Je crois que ça, c'est un des caractères de Binche. On a su éviter au cours du temps le cortège avec les chars, etc. C'était une solution facile que d'amener dans des grandes villes, c'est relativement facile. Hein. Il suffit de demander aux commerçants du coin d'arriver avec des camions et des camions brasseurs au point de départ et puis des camions automobiles après. Et on mettait des masques dessus, etc. C'était des solutions faciles. Et Binche n'a jamais mordu à cet hameçon-là. Enfin. Non, il y a pour moi ce qui fait la particularité de Binche et qui fait son cachet, qui est exceptionnel. Nous avons un air de tambour et grosse caisse, la Vendée, qui est quelque chose d'exceptionnel. Et je crois que ça, c'est notre patrimoine. On en discute. Moi, je dis que ça, s'il y a quelque chose qu'il faut protéger, c'est ça. C'est bien plus important que le costume de plus d'autres. Mais c'est plus difficile. C'est plus difficile. Beaucoup plus difficile. C'est ça. Nous avons quelque chose d'exceptionnel que les autres n'ont pas. Que les autres carnavals n'ont pas. Il y a des carnavals, quand vous voyez le carnaval Rénan, ils n'ont pas. Oui, ils ont. Mais nous avons quelque chose, un air extraordinaire, qui dure 3 minutes 20. Sur lequel nous avons maintenant des virtuoses. Il y a des nuances de société à société, mais malgré tout, on retrouve quelque chose d'assez homogène au travers des sociétés de Gilles. Il y a des nuances, même. Et c'est un air sur lequel on peut développer une multitude de chorégraphies, parce qu'il n'y a pas une chorégraphie. Chaque ville a sa chorégraphie. Il n'y a pas. Et donc ça, c'est extraordinaire. Parce qu'au travers de ça, les gens peuvent manifester leur passion pour la danse. Parce que ça aussi, puisque vous dites, la danse, c'est un phénomène social. Mais c'est extraordinaire, cet avant-dernier. C'est ça la différence. Moi, quand j'entends l'avant-dernier, c'est la chair de poule. Et alors effectivement, quand ici dans la région, et même pas uniquement dans la région, dans toutes les régions où il y a des gens du Hainaut. Moi j'ai vécu au Congo. J'étais au Congo. Il y avait des gens du Hainaut évidemment qui étaient au Congo, puisqu'il y avait quand j'étais au Katanga, l'Unominière, c'était des gens qui avaient travaillé ici dans les charbonnages. Mais en fait, toutes les fêtes se terminaient par des airs de Gilles. Hein. Donc il faut a fortiori ici à Binche et ici dans les environs, dans les mariages, les communions, on fait des farandoles avec les airs de Gilles. C'est comme ça. Mais il n'y a pas qu'ici. Partout. Moi j'ai une photo, j'ai des photos de mon oncle, parce que moi je suis binchois par ma mère et liégeois par mon père. Mon oncle, le frère aîné de mon père, j'ai des photos de lui. Il est dans une société, ils font sous-mons à Elisabethville. Pourquoi? Mais parce qu'il y avait des gens, peut-être pas de Binche, mais des gens de la Louvière, etc. Et en fait, on a ça parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. Je le répéterai des millions de fois, l'avant-dernier et la danse qu'il entraîne, et les chorégraphies qu'il peut engendrer, c'est quelque chose d'exceptionnel. Je crois qu'il faut qu'il y ait toujours à Binche une équipe de chercheurs, une équipe de gens qui travaillent. Et notamment, comme mon ami Maury vient de dire, il travaille notamment sur la danse, sur l'étude objective, technique de la danse. Cette étude technique, scientifique, n'a pas encore été faite. Hein. L'étude de Paul Collard dont j'ai parlé, c'est une étude plutôt historique, ethnographique enfin. Mais l'étude actuelle, de la danse actuelle, n'est pas faite. Et je crois qu'il faut la faire.